Bonjour Karina. Dans un premier temps, je voudrais te demander de te présenter, de nous dire qui est Karina Marcelin. Oula. Donc, je suis fermière depuis 17 ans, c'est-à-dire que j'ai créé un lieu de vie en réelle connexion avec la nature et où je propose à des familles, à des groupes, à des enfants de venir partager mon lieu familial où je vis en totale harmonie avec mon mari et mes enfants et de partager ce qui me tient à cœur, ma passion, c'est-à-dire la nature, le potager bio, les animaux, et puis trouver cette connexion avec la nature. J'ai tendance à penser que je suis là pour admirer, magnifier et mettre en valeur ce que naturellement la nature nous offre. Et simplement déjà m'offrir à moi la possibilité et le temps de l'observer et de l'admirer et de donner cette possibilité-là à des gens de la ville ou des gens qui n'ont plus l'habitude de se connecter à la nature et de vivre en toute simplicité. Donc c'est vrai que là ce que je propose c'est des séjours de sobriété heureuse comme le dirait Pierre Rabhi, mais où le simple fait d'aller ouvrir aux poules, de les regarder sortir, de les nourrir, les interactions entre les poules et les poussins, ou d'aller changer les poneys de parc, les passer d'un parc à l'autre et les regarder galoper, pour moi est amplement suffisant pour ma journée et ma satisfaction personnelle. Il y a des humains, mais je pense concrètement que l'humain perd de son identité et de sa sensibilité et se referme totalement au point de s'étioler, voire on voit ce nombre de burn-out et de dépression importantes. Donc le simple fait de se transposer dans un état naturel et de se poser, de s'asseoir dans l'herbe et juste comme tu dis, regarder les papillons, être peut-être incommodé quelques minutes par des mouches ou des insectes, mais apprendre à accepter et à faire partie d'un tout est très reposant. Est-ce que tu as été citadine longtemps avant de... Je suis citadine occasionnelle et heureuse de l'être parce que je suis voilà, une curieuse de culture, de choses nouvelles et d'observation. En fait, je me place comme une anthropologue à la terrasse d'un café, de regarder les gens fonctionner, aller, venir, les observer, c'est passionnant. Et je m'enrichis aussi de ça. C'est une autre observation d'une autre nature, mais c'est quand même nourrissant. Pour toi, cette ferme, c'est le bonheur. Ah oui, moi c'est mon paradis. Ça s'appelle Saint-Pierre. Saint-Pierre, il tient les clés des portes du paradis. C'est pas nous qui l'avons donné ce nom-là. Hein. C'est le lieu qui nous a choisis. Quand on est arrivé ici, je courais partout. Je me disais, si c'est là que c'est avant, on sentait intérieurement, personnellement, aussi bien moi que Berthe, que c'était là qu'il fallait qu'on soit. Malgré toutes les difficultés ultérieures administratives et d'organisation et de restauration ensuite, on savait que c'était ici qu'il fallait. Et comment est née cette envie? C'est venu à quel moment de votre vie? Alors à partir du moment où on a commencé à avoir nos enfants, moi j'avais eu un parcours scolaire tout à fait classique, mais pour moi pas enrichissant puisque j'étais dans la contrainte et l'autorité. Quand j'ai commencé à voir mes enfants, je me suis remise en question et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à offrir à mes enfants que ce que moi j'ai vécu, de souffrance finalement intérieure et de non-expression de ma sensibilité. Et un jour, j'ai découvert Maria Montessori et une école, les Pouces Verts à Montsartou. Et pour moi, ça a été une évidence quand j'ai visité, puis j'ai mis mon premier enfant, puis j'ai fait la formation des parents, puis j'ai souhaité en savoir plus et faire la formation d'éducateur. Pour moi, c'était une évidence. Et donc, pour Maria Montessori, d'offrir un cadre de vie naturel pour ses enfants, c'est essentiel pour leur
démarrage dans la vie. Donc on a voulu offrir ça à nos enfants, quoi. Oui. Et après l'étendre, et on s'est dit un lieu comme ça aussi magique, on ne peut pas le garder juste pour soi, il faut l'ouvrir et le faire partager. Qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de cette ferme? Quelles sont les activités principales et celles que tu as envie de développer? Alors, les activités principales, c'est l'accueil dans des hébergements atypiques et écologiques que nous avons créés et construits de nos mains, de notre imagination et de notre désir vraiment intérieur profond. C'est-à-dire le matin, on se lève et on a envie de faire une case africaine. Donc, c'est vraiment, ça part de nos tripes, on a envie vraiment de... Ça part d'une création personnelle au départ et de la mettre à disposition des gens, des familles. Donc, on a des hébergements atypiques, tipi, yourte, roulotte, case africaine, une cabane dans les étoiles. Donc, recevoir des familles, mais au-delà de ça, on a aussi des groupes, donc des écoles qui viennent à la journée. Et comme on a un parcours d'éducateur et plutôt de thérapeute, on a aussi le souhait, et on continue à le faire, de recevoir des groupes d'enfants ou d'adultes handicapés et de leur proposer des séjours bien-être ici. Et maintenant de l'étendre et de développer plus les séjours bien-être, vraiment pour pouvoir proposer aux citadins de se détendre. Alors maintenant, on a développé des séjours pour enfants depuis 17 ans, des séjours à la ferme, des séjours où ils viennent pour découvrir le potager bio, la nature, un autre comportement avec les chevaux, donc des séjours équestres, puisque tu parlais de nature, nos chevaux ne sont pas ferrés, on a un comportement très doux avec les animaux, on n'a pas d'autorité à leur imposer, à la différence des centres équestres où ils utilisent des cravages, des éperons. Nous on ne travaille qu'avec la voix, qu'avec le poids du corps et en harmonie avec les chevaux. Donc c'est déjà leur apporter ce genre d'approche qui est totalement novateur. Et bien sûr, donc ça c'est la partie associative de recevoir ces enfants-là, mais moi j'ai plus envie de développer à titre individuel, de recevoir des femmes, des hommes, des groupes, pour faire vraiment des séjours bien-être. Donc avec des ateliers culinaires, travailler sur la cuisine gourmande mais de santé, végétarienne pour être en respect avec la nature, et puis faire des ateliers thérapeutiques ou de yoga ou de méditation ou de respiration. D'ailleurs tous les matins au lever du soleil entre les deux montagnes, j'offre quand les gens sont là réapprendre à respirer, parce que je me rends compte que tout le monde en ville, stressé par notre rythme de vie, on ne respire plus, on est en apnée. Donc réapprendre la respiration, réapprendre à se connecter à soi-même et en individuel proposer des séances thérapeutiques, donc le yoga nidra qui s'apparente à la relaxation, à la sophrologie. Ça, tu le proposes même aux familles qui viendraient faire un hébergement? Tout à fait. D'accord. Voire même au sein de séjours, c'est-à-dire si quelqu'un me dit voilà je suis disponible 3 jours de telle date à telle date, de faire des séjours sur mesure pour eux. Le séjour type que je souhaite développer, c'est ça, c'est le séjour individuel ou sur mesure, ou en petit groupe d'amis, de copines ou de copains. Hein. Ça s'est passé ce week-end avec 5 garçons, 5 hommes, c'était assez exceptionnel, qui étaient en recherche de détente, de réapprendre à respirer et de faire du yoga, ce qui est tout à fait original, parce que dans mes cours, en général, les hommes sont seulement à 10%. Par rapport Là, c'était 100%. Ça, c'était du 100% et c'était wouh. Ah oui, le cercle de femmes, il fonctionne le premier lundi de chaque mois à la Nouvelle Lune. Et pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai participé à des cercles de femmes en Asie qui regroupaient alors pas forcément que des locaux, mais des Américaines, des Australiennes, des Européennes, des jeunes femmes du monde entier. Et pour moi, ça a été tellement puissant, libérateur de voir la puissance de la parole, que je me suis dit, mais il faut absolument que je propose ça à ma communauté. Donc, c'était mon objectif de fin de stage, puisqu'après j'ai fait une formation. Mon objectif, c'était de le proposer, de sortir de ma zone de confort et
de passer de l'acteur passif à l'acteur de ces séances-là, de le proposer à ma communauté et aux femmes ici sur place. Alors ça peut être des femmes de ma localité, mais avec des personnes qui se rajoutent, des personnes qui sont là en séjour, elles sont les bienvenues, et d'offrir ces cercles de femmes. Et qu'est-ce que ça apporte, un cercle de femmes pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, déjà, je prends un grand plaisir, donc personnel, à préparer ma salle, à créer un espace d'accueil, un espace cocon, un nid douillet où les femmes vont se sentir à l'aise. Et mon idée, c'est de lancer un sujet et d'accueillir ce qui émerge. Et j'ai un grand plaisir de voir l'interaction des unes et des autres, le pouvoir de transmission et d'accueil des unes et des autres, et ce côté très empathique qu'ont les femmes, d'accueillir tout ce qui peut survenir dans ces cercles. Et ce côté, pour moi, libérateur est le plus puissant, quoi. C'est-à-dire simplement de poser là, comme peut-être un fardeau qu'on a gardé pendant des années, des mois. Peut-être qu'on n'a jamais osé exprimer, qu'on ne s'est même pas permis peut-être de s'exprimer à soi-même, de le laisser là et de se libérer. Dans le cercle, il y en a une qui va dire quelque chose et tout d'un coup, il y a comme une résonance et c'est comme si, au fur et à mesure des paroles qui se libèrent, les pièces du puzzle se présentent et comme si on pouvait attraper ces petits morceaux de puzzle et les appliquer, et c'est un effet réparateur sur soi. Pour moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'on est toutes les pièces d'un même et unique puzzle et que voilà, on est une seule et même personne et qu'en fait, même si on n'a pas vécu l'histoire de la personne, elle nous appartient comme un inconscient collectif et ce côté très maternel, englobant et universel en fait de la femme qui vit ça, qui a vécu ça aujourd'hui, maintenant, dans nos histoires personnelles, mais aussi dans les histoires familiales, quoi, de femmes. Oui, dans ces cercles de femmes, je nous vois comme un petit peu comme des petites pépinières. On a ces fleurs-là qui peinent, de par les conditions climatiques, environnementales, culturelles, masculines, à éclore. Et que là, on laisserait un petit peu, on enlève un peu le couvercle, on laisse apparaître une phase de lumière pour qu'elle puisse croître tranquillement, chacune à notre rythme, mais pour enfin s'épanouir et montrer toute la puissance et la beauté de qui nous sommes. Non pas, comme tu dis, pour rentrer en rivalité, il n'est pas du tout question ni de puissance, mais simplement s'exprimer dans notre pleine puissance, dans notre féminité sacrée, parce que on a un côté sacré et merveilleux, quoi. On est tous, les hommes également, on pourra faire des cercles d'hommes, hein, messieurs, vous êtes les bienvenus. On a fait des cercles d'hommes en Asie. J'étais fascinée de voir lors d'un festival de femmes, on était nous, 300 femmes pendant 5 jours à travailler sur nos énergies, à faire des ateliers thérapeutiques, à faire du yoga, à faire des conférences. Et un soir, on a proposé aux hommes de venir et quand j'ai vu le long du chemin monter 50 hommes, je me suis dit waouh, 50 hommes qui s'autorisent, qui se permettent, non pas de venir en conquérant. Au départ, je l'ai vu comme presque une menace. Certaines femmes sont d'ailleurs parties parce qu'elles ont vécu quelque chose de fort pendant 5 jours, entre femmes, totalement sereines, disponibles à elles-mêmes. Quand elles ont vu et quand elles ont su qu'il allait avoir elles se sont senties mentalement ou émotionnellement agressées, mais moi je l'ai vu, j'ai été partagée, je l'ai vu d'abord comme les voir monter de la colline comme ça, d'abord un peu angoissée, après je me suis dit waouh, mais 50 qui viennent mettre à nu leur sensibilité et s'offrir dans leur partie leur plus humble, mais voilà, il y a de quoi s'extasier et être émerveillé. Ça veut dire que voilà, on est aussi dans une période où l'homme s'interroge aussi pour un rééquilibre des forces intérieures, pour une meilleure harmonie. J'aimerais te demander, qu'est-ce que c'est que pour toi être une femme aujourd'hui?
Moi, je trouve qu'être une femme, c'est juste merveilleux parce que ça passe par des phases de jeune fille libre, mais avec des craintes, emprise de soif de découverte, de curiosité. Après, à une période de rencontres et d'expériences maritales tout aussi riches, où le regard de l'homme te met en valeur et te fait découvrir les joies de la maternité, ton corps qui évolue et qui évolue dans tout ce qu'il y a de plus beau de la maternité, et d'être voilà, d'être accompagnée par son mari dans ces étapes-là, c'est merveilleux. Et puis vient après la période où les enfants commencent à partir et où tu as l'expérience, peut-être une certaine sagesse, un contentement de la vie de tous les jours que tu n'avais pas le temps de prendre auparavant parce que la fougue de la jeunesse, les suractivités et le don de soi qu'on peut mettre dans la maternité et dans l'éducation des enfants et le partage avec les enfants ne te permettent pas. Et après, cette phase où tu es juste dans l'accueil, l'écoute et le partage, pour moi, voilà, la femme, c'est ça, c'est suivre ces étapes-là en totale harmonie des différentes périodes et jouir de la vie à tous les niveaux, donc aussi bien sexuelle, d'évoluer avec la vie en fonction des différentes phases, aussi bien mentalement, aussi bien qu'intellectuellement, aussi bien que dans l'échange et dans le partage avec tous les êtres qui t'entourent. Ce que tu dis en fait, c'est que le féminin, il a cette, j'allais dire cette force de pouvoir justement accueillir le changement ou les transformations, finalement, je trouve, plus que peut-être on ne se l'autorise en vérité au quotidien, mais que fondamentalement le féminin en nous, parce qu'on soit un homme ou une femme, hein, le féminin en nous a cette force d'adaptation, d'accueil, de découverte, de curiosité, qui est dans la bienveillance en fait. Je crois qu'on a un pouvoir, un super pouvoir, on est des super femmes, de par notre pouvoir créateur, notre utérus qui fait notre différence. On a cette capacité-là, qu'on l'ait ou qu'on n'ait plus, comme on a pu le voir plus tôt, de s'adapter, de créer, de faire avec, de s'harmoniser, de se fondre dans les événements et dans la vie et la différence qu'elle peut nous offrir. Donc voilà, cette malléabilité, cette adaptabilité et surtout de la vivre pleinement et de façon épanouie. Mais moi, je crois que ce qui est le plus important, c'est de rester en permanence connecté à soi-même. C'est-à-dire de revenir à soi, non pas en termes égoïstes, mais se reconnecter, s'interroger si à chaque étape de sa vie, on est dans la justesse par rapport à son intégrité et à sa personnalité. Si déjà on est bien accompagné, c'est plus facile, c'est sûr. Écouter, entourer, accepter dans nos changements. Si on ne l'est pas et si on se retrouve seul, on peut des fois être perturbé et déstabilisé par ces modifications. Donc c'est là que la présence de femmes et des cercles de femmes peut être réconfortant et rassurant pour se reconnecter à cette force, cette puissance et cette joie intérieure. La femme est soumise quand même au cycle lunaire, donc quelque part elle est complètement, elle est tout le temps dans la variation d'humeur. Voilà, justement on nous dit lunatique, mais ça devrait être quelque chose de magnifique parce que dans certaines sociétés on est rapproché, enfin on est assimilé, et notre rythme est assimilé à la lune, et la lune était vraiment une déesse. Déjà nous connecter et avoir les correspondances que notre cycle a avec la lune,
correspondance qui était totalement intégrée dans l'Antiquité, dans les sociétés dites civilisées, de se reconnecter ça, de le comprendre et de comprendre combien l'influence de la Lune est importante sur la nature, sur les animaux, sur l'eau, et pourquoi pas sur nous. D'autant qu'on est constitué de 70% d'eau, donc on a ce côté l'eau, hein, la femme, son symbole aussi c'est l'eau, c'est cette mouvance, cette capacité à s'adapter, à remplir des coins, à se mouvoir, à évoluer, à descendre, à monter, voilà, et on a cette capacité-là, et de comprendre ces phases, comme la phase de la Lune qui monte, ces phases ascendantes d'énergie folle, et d'accepter aussi, en comprenant ça, qu'on a aussi des phases de retour à soi plus intériorisées, plus dans l'introspection, dans l'intuition, dans le regard de projets qu'on a pu avoir dans les phases ascendantes pour pouvoir s'adapter et repartir sur une phase peut-être en évoluant. Là, on est femme, on est évolution. Je crois que c'est plus ça, on a cette capacité d'évolution et de grandir vers quelque chose de plus beau, de plus grand, pour laisser derrière soi tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui était des freins, et d'en faire du compost, hein, comme les règles, dans le sens qui nous purifie, et de repartir avec ce compost de choses qu'on a évacuées, réfléchies, analysées, pour partir sur une nouvelle phase ascendante, et c'est sans fin. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi d'être un couple alors? C'est être tous les deux différents mais complémentaires, se lever chaque matin avec ou des projets communs qui ont mûri d'inconscient à inconscient et qui n'ont pas besoin d'être exprimés par la parole, mais simplement une énergie qui te porte vers un nouveau projet, ou d'avoir un moment et savoir respecter l'autre dans un projet qui est né de la nuit, et d'accepter qu'il porte ce projet avec le même enthousiasme, voire même le porter avec lui. C'est sans arrêt avancer ensemble. Quand l'un est fatigué, puisque tu es dans une autre énergie, lui donner ton énergie et inversement, et magnifier l'autre comme il te magnifie, et puis voilà, et que ce soit tous les jours voilà, fantastiquement j'ai lu l'apothéose. J'ai lu dans une de tes magnifiques pièces de la maison, je ne sais plus laquelle, j'ai lu un texte que tu as mis en évidence et qui dit alors si je ne me trompe pas, je choisis de t'aimer tous les jours comme si c'était le premier jour. Ouais. Hein, de t'aimer tous les jours comme au premier voilà, jour. Comme au premier jour. Je choisis de t'aimer comme au premier jour. Chaque jour comme au premier jour. Ouais. C'est joli. C'est ça en fait. Il n'y a aucune lassitude à partir du moment où tu aimes la personne totalement et tu l'acceptes telle qu'elle est. Et puis c'est une nourriture, on se nourrit mutuellement, il n'y a pas ni de concurrence, c'est juste on est bien, c'est difficile. On est bien ensemble. Le plus beau cadeau qui puisse être d'être accompagné par la personne qui te respecte et que tu respectes. Et c'est en ça que je trouve encore une fois important pour les femmes, c'est se reconnecter à vraiment choisir. C'est même pas une question de choix parce que tu choisis pas, ils te tombent dans les bras, on se tombe dans les bras l'un de l'autre, je veux dire. Et il n'y a pas aucunement le mental qui fonctionne quand il y a rencontre. C'est juste une rencontre de deux êtres qui forment une explosion d'étoiles. Il n'y a rien de plus beau. Et tous les jours, c'est renouvelé comme notre cosmos qui se renouvelle, qui renaît, un peu comme la femme. Chaque jour, c'est tous les jours plus beau. Quoi. Vous avez eu un coup de foudre? Ah oui,
on peut l'appeler comme ça. Pour nous, c'est quand on s'est rencontrés alors qu'on avait deux vies totalement différentes. On a su dès le premier soir qu'on ne l'a pas verbalisé, mais qu'on ne se quitterait plus jamais, quoi. On n'a plus pu physiquement se quitter mentalement le matin, au premier matin. On s'est dit non, c'est plus possible d'aller vers un travail, mais pourquoi alors qu'on avait tout là, tout était là dans notre couple. Comme si juste la rencontre de deux êtres forme un tout qui est suffisant en lui-même et qui peut être, voilà, il est autosuffisant. Qu'est-ce que c'est qu'être une maman pour toi? Ah là là, une maman c'est trop génial. Une maman déjà ça commence par déjà au niveau du couple, c'est juste l'étincelle, la force, l'envie, juste au même moment comme deux étoiles qui se rencontrent, donc au moment du rapport sexuel, mais ça ne se prémédite pas, c'est juste déjà l'étincelle qui naît et l'envie à ce moment-là, mais de façon pure et puissante des deux personnes de créer un enfant, ce qui nous est arrivé, et à chaque fois ça nous est arrivé, de la même force, de la même manière, savoir que 3 jours après, moi j'avais une poitrine qui m'annonçait que j'étais fécondée, et alors que pour moi au départ, pour ma première grossesse, j'avais des appréhensions, je me suis dit mais mon corps va se transformer, je vais m'en les dire, mais d'être non, au contraire accompagnée et encore une fois magnifiée par mon compagnon dans mes modifications physiques qui m'ont permis d'avoir un autre regard sur mon corps qui se transformait et moi-même du coup de magnifier ce corps et d'avoir les plus belles grossesses du monde, quoi. Donc toutes mes grossesses ont été merveilleuses de puissance, d'énergie, je me sentais invincible, vraiment puissante à faire des choses physiquement comme jamais, construire ma maison, construire les réserves de bois, être vraiment foncièrement investie dans l'élaboration du nid familial, accueillir un enfant, donc la naissance, donc un choix aussi plus naturel puisque j'ai accouché à la maison, de choisir que cet acte merveilleux nous appartienne pleinement et ne soit pas terni ou violé par des interventions extérieures. Il faut protéger ces moments-là comme quelque chose de précieux d'accueil de l'enfant, puisque voilà, de recevoir son enfant, de l'avoir pour soi et de le garder pendant voilà, tout le temps nécessaire sans avoir à le confier à quelqu'un d'autre qui va le mesurer, le taper sur les fesses, le violenter, enfin le garder pour soi dans un acte d'amour et de respect. Pour moi, voilà, c'était très important de vivre l'accouchement à la maison. Et puis après d'accompagner ce petit être tranquillement, toujours dans le respect de sa progression, de sa curiosité et de m'adapter, puisque après j'ai fait l'école à la maison, en fonction de ses émerveillements, de créer pour eux, pour lui au départ, pour eux ensuite, chaque nuit, un matériel adapté à ses envies et ses désirs d'apprentissage, ses curiosités. Donc m'adapter à leur impulsion de connaissance et de créer du matériel, puisque j'ai fait la formation Montessori, donc de créer un matériel en adéquation pour pouvoir répondre à son questionnement le lendemain. Donc pour moi ça a été encore l'accompagner dans un acte de création continue pendant toute la période d'école à la maison. Puis après ils grandissent, alors ça c'est encore une autre période, comme quoi la femme elle est vraiment adaptable et savoir, alors c'est plus ou moins douloureux, laisser partir les premiers, d'abord c'est difficile, mais c'est à respecter parce que tout ce qu'on met en place c'est pour leur permettre d'être des êtres autonomes, indépendants et heureux,
Et je pense que c'est d'autant plus facile qu'on sait qu'on a mis tout notre cœur et toute notre énergie à construire les bases qui leur permettront de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et qu'on est toujours là ensuite, simplement pour les accueillir, les embrasser, et qu'on sera toujours là pour les aimer. J'admire les grandes familles italiennes, les mamas juives, les réunions familiales. Pour moi, c'est waouh, c'est merveilleux, c'est beau, même si ça part de traviole de temps en temps, mais il y a cette force de tenir le lien familial, la structure familiale très forte. Et c'est ce que, de par mon vécu, j'ai voulu maintenir chez mes enfants. C'est que même s'ils vont très loin et que même si au départ ça a été douloureux de les laisser partir, je suis très fière qu'ils aient fait ces choix, mais j'essaye de maintenir ce lien-là. Alors j'aimerais quand même de temps en temps faire des grandes fiestas à la façon mama juive, ça me plairait bien. Quel genre de petite fille étais-tu? Très réservée, qui était élevée dans la campagne, qui était très seule, très solitaire, donc qui avait pour compagnon des arbres et des feuilles, des animaux, des chiens, dans un univers un petit peu hostile, d'adulte hostile. J'ai réclamé d'avoir des frères et sœurs pendant longtemps, peut-être pour me sentir soutenue, puisque je ne retrouvais pas dans le monde adulte du soutien, du soutien, je pense, de l'écoute et la capacité ou l'autorisation de m'exprimer. Donc j'ai eu des parents avec leur souci personnel, mais qui ont eu la justesse peut-être sans s'en rendre compte, de me confier à une autre famille, un couple d'éducateurs freinés, avec 3 enfants, donc où j'ai retrouvé là un contexte fraternel et familial totalement différent du mien, beaucoup plus paisible, où les parents étaient à l'écoute, où on nous laissait faire dans une maison complètement en ruine du ciment, du béton, enfin du plâtre, des inclusions, des pièces de théâtre, peindre les murs, des choses que chez moi il était absolument inconcevable de faire. Donc de pouvoir m'exprimer personnellement, m'exprimer au sein d'un petit groupe de frères et sœurs adoptifs, et d'être reconnue et écoutée par d'autres parents. Et c'est vrai que c'est ça peut-être qui m'a donné la force et l'envie surtout au sein de notre lieu d'accueil, de faire des séjours de rupture et d'offrir à des enfants en difficulté un autre possible, l'espoir d'un autre possible. Tu étais une enfant solitaire pendant combien de temps? La solitude, à partir du moment où tu es chez tes parents, elle est permanente. Donc c'est vrai que j'ai pu commencer à être dans l'autre famille à partir de l'âge de 5 ans, mais je retournais chez mes parents. Donc jusqu'à ce que j'ai 17 ans et que je choisisse d'autres choix de vie personnels, le voyage pour prendre de la distance et découvrir d'autres choses, elle est présente. Je pense elle sera toujours là, même en tant qu'adulte. Elle est là. C'est une meurtrissure, quoi. C'est de ne pas avoir été écoutée. C'est comme un grand trou. Et même de curiosité en curiosité, ce trou ne sera jamais comblé. Elle fait partie de cette faille, mais en même temps de cette faiblesse, puisque de cette faiblesse, je construis une force. C'est en totale connaissance de cette non-communication qui m'a été imposée, ou de ces violences qui m'ont été imposées, je sais que je peux faire différemment et offrir autre chose aux autres. Ce besoin de calme et de paix, et que pour moi les mots ne sont pas importants non plus, sont pas si... Alors, on peut être heureux sans rien dire, mais des fois les mots sont très très violents, et pour moi
Voilà, j'ai du mal avec la violence des mots. On peut dire que c'est une épreuve qui finalement s'est révélée être un cadeau. Bien sûr, toutes les épreuves sont des cadeaux en fait. Ouais. Ce cadeau, c'est aujourd'hui d'avoir pu choisir en pleine conscience la vie que tu voulais vivre en fait. Ça, et offrir une autre façon de fonctionner. D'abord à ma famille, à mes enfants, à mes amis. Et peut-être que cette solitude m'a permis d'avoir cette force de pouvoir retrouver finalement, peut-être que non pas forcément des enfants entourés, gavés d'amour, cette capacité-là à, si je suis seule, ma force c'est de revenir à moi et de rechercher finalement dans la nature, et évidemment la nature que j'ai créée ici, enfin que j'ai pas créée, que j'admire tous les jours ici, retrouver cette force. Donc en fait c'est un peu la mère, la maman à l'écoute, la nature ce serait un peu cette maman. Nourricière aussi, qui accueille, sans jugement aucun, qui est toujours là pour te nourrir et t'apporter. Donc pour moi ça se passe beaucoup sur le visuel, puisque j'étais dans la nature à observer, à regarder, à admirer. Voilà, maintenant je suis beaucoup dans l'admiration et je me nourris de tout ce qui m'entoure. En fait, elle est ce que nous sommes. En fait, elle est le miroir de ce que nous sommes, c'est-à-dire chaque saison, ce renouvellement, cet épanouissement, ce repli sur soi à l'hiver, enfin, ou à l'automne, et puis ce redoublement d'énergie chaque printemps. Et oui, pour moi, c'est une fascination, quoi. Je regarde ce marronnier, mais là, il est à pleine maturation. On voit ses fruits d'été, mais en hiver, j'admire aussi son tronc anguleux, qui est fort, qui est prêt à recevoir la pluie, la neige, les grêlons, mais qui concentre toute son énergie, sa force à l'intérieur. Et puis, dès le printemps arrivé, de tout petits bourgeons, mais gonflés d'énergie, de sève, prêts à exploser. Mais pour moi, voilà, la nature, c'est le reflet de notre vie, de notre capacité, de notre pouvoir à vivre et renaître à chaque saison. Donc elle te réconcilie, cette nature, avec toi-même? Elle est apaisante, je pense. Et pour moi-même, pour tous ceux qui viennent ici, à partir du moment où les gens mettent un pied ici, s'installent, je leur propose d'aller s'asseoir avec les ânes, d'avoir les animaux autour. On voit les ânes se lever, se couler autour de notre cou quand il y a des personnes vraiment très en demande, ou très seules, ou très tristes, et toute leur peine s'évaporer, s'envoler au sortir d'une séance avec les ânes, ou simplement en s'asseyant dans la nature. Donc c'est juste merveilleux, le pouvoir apaisant de la nature. Je suis française alsacienne, une maman alsacienne, un papa parisien. Après on ne sait pas, on est enfant de la terre, donc d'où viennent nos ancêtres, les ancêtres de nos ancêtres. Moi je me considère plutôt comme enfant de l'univers, et pour moi les frontières sont inconcevables. Voilà, on est tous humains, tous merveilleux dans notre diversité, et beaux, quoi. Est-ce que tu as des souvenirs de grands-parents qui étaient présents? Oui, j'ai des souvenirs de grands-parents, mais très peu. Une grand-mère plus présente, qui a vécu des choses plus douloureuses, comme la guerre, la corporation de force de son mari, la fuite de son mari d'Allemagne pour revenir en France. Je pense que ces histoires-là ont été très marquantes pour moi aussi, puisque j'ai analysé ultérieurement que dès que j'arrivais dans une maison, la première chose que je regardais, ou quand je voyageais en voiture avec mes parents, les seules choses que je regardais du paysage, c'est où je pouvais me cacher. Et ça, je pense que même sans avoir connu au départ l'histoire de mon grand-père qui devait se cacher par rapport aux Allemands, ça a été, c'était dans mes cellules, quoi, c'est la mémoire cellulaire. Cette crainte, cette peur de l'agression. Alors qu'ici tout est ouvert. De la guerre. Voilà, ici tout est ouvert et tout est paisible.
respect, quelque chose d'important. Est-ce que tu es venue te cacher ici? Ah non, parce que justement tout est ouvert et tout est à disposition. Et chacun vient y prendre ce dont il a besoin. Et ça peut être très perturbant pour certains, que tout soit ouvert, parce qu'on a l'habitude dans nos villes de se fermer à double tour, d'enlever la clé de la voiture. Ici, bon, les clés sont sur les voitures, les portes sont ouvertes, l'argent de la caisse est sur la table. Enfin, peut-être pas que mais je veux dire, on fait foncièrement confiance en l'être humain. Et je pense que les gens sont là pour autre chose. Ils sont là justement pour ce qu'on leur propose de découvrir, cette reconnexion à la nature.